Eh bien, messieurs, dames, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir et d'ouvrir cette nouvelle séquence des conférences PDSI. Je rappelle que PDSI, ça veut tout simplement dire pour le développement de la science et l'innovation. Au service des transitions, nous avons, avec les co-organisateurs de ces séquences, voulu montrer que nous sommes dans ces périodes où beaucoup de transitions se jouent, beaucoup de transitions sur tous les sujets, que ce soit technologique, scientifique, démographique, économique, environnemental et puis bien sûr numérique, par exemple, puisque notre sujet, c'est d'être en système de comment dire, de développement digital avec le maximum de participants, avec la capacité aujourd'hui, grâce à ce monde qui se transforme, grâce aux révolutions numériques en cours, eh bien, nous pouvons avoir une audience qui non seulement est aujourd'hui un peu plus large que lorsque nous accueillons nos conférences à l'hôtel de l'industrie seulement en présentiel, si je puis dire, mais maintenant plus largement et de surcroît, nous pourrons les repasser en replay régulièrement. Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder en replay toutes ces conférences qui, chaque fois, chaque mois, s'organisent sur une thématique différente. Et nous avons, avec nos 4 associations partenaires pour l'organisation, nous avons cette chance bien, de pouvoir diversifier les sujets chaque mois avec une intervention scientifique, une intervention technique qui ouvre le sujet et puis suivi par une intervention d'un responsable d'entreprise ou d'un opérateur qui, de façon très concrète, dans la vie économique, dans la vie sur le terrain, développe des innovations, développe des entreprises ou un projet d'entrepreneuriat autour des innovations et autour de la recherche scientifique qui est présentée le jour J. Donc, chaque mois, un thème différent, chaque mois avec 4 associations partenaires pour préparer. Donc, même Sylviane Villaudière, je suis vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, cette magnifique association qui s'occupe depuis bientôt plus de 200 ans des questions de développement industriel, de développement de notre économie au service et à partir, donc si je puis dire, de la science et pour un rayonnement à travers le monde. Et nous avons avec la FAS avec nos partenaires aussi de l'IESF et aujourd'hui plus que représenté, puisque Patrice Sellos, qui à la tête de l'IESF Île-de-France, nous fait la joie aujourd'hui d'être le modérateur de cette séquence d'aujourd'hui. Et nous avons également l'association Bernard Grégory, qui participe à la préparation de l'ensemble de ces séquences. Donc, sans tarder, je demande tout simplement à Patrice, si Patrice le veut bien, Oui. d'ouvrir et de nous présenter le thème du jour et de nous présenter nos 2 experts qui vont, dans vraiment 2 minutes, nous lancer les exposés et les présentations de ce soir. Merci Patrice pour cette présentation de la thématique du jour. Merci Sylviane. Donc, je reprécise tout simplement aussi qu'il y a déjà une soixantaine de conférences qui ont été organisées, dont certaines traitées de l'agriculture. Et donc, vous pourrez les consulter en grand nombre sur la chaîne YouTube de la Société d'encouragement. Mais aujourd'hui, nous abordons donc l'impact des mycorhizes sur le développement des plantes et comment les utiliser comme engrais dans une agriculture qui est à la fois respectueuse de son environnement. En effet, l'agriculture, aujourd'hui, doit faire face à des enjeux d'une ampleur inégalée dans l'histoire de l'humanité. Pensez donc qu'il faut nourrir plus de 9 milliards d'individus à l'horizon 2050, avec moins d'eau, avec moins d'engrais chimiques, avec moins d'énergie fossile, car vous le savez peut-être, l'agriculture est une grande consommatrice d'énergie, le maïs par exemple. Le tout dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction des terres arables. Pour aborder ce sujet, nous recevrons ce soir Marc-André Solos et Mathilde Clément de Mycophyto. Marc-André Solos, je vous dis bonjour. Vous êtes professeur du Muséum national d'histoire naturelle
et vous enseignez au sein de prestigieuses universités, tant en France qu'à l'étranger, telles AgroParisTech, l'École normale supérieure, mais également au Brésil, en Pologne, en Chine. Vous êtes un spécialiste reconnu des liens entre les racines des plantes et les champignons des sols, ces fameux mycorhizes. À ce titre, vous intervenez régulièrement sur différents médias tels France Inter et France Culture. Vous êtes également un auteur scientifique passionné par la diffusion du savoir au plus grand nombre. Dans cette optique, vous collaborez et vous dirigez plusieurs revues scientifiques. Vous avez aussi rédigé plusieurs ouvrages chez Actes Sud, dont Les goûts et les couleurs du monde, qui parle des tanins, ainsi que Jamais seul sur les microbiotes, qui est traduit en 5 langues, sans oublier, bien sûr, votre collaboration technique à une bande dessinée intitulée Sous terre, qui paraîtra demain chez Dargaud. Demain, nous sommes le 19 mars. Enfin, vous venez de recevoir le prix Homme Nature, attribué par la Fondation François Sommer. Ce prix récompense vos travaux pour une meilleure connaissance de la vie des plantes. Marc-André Selosse, vous êtes accompagné aujourd'hui avec Mathilde Clément, titulaire d'un doctorat aspect moléculaire et cellulaire de biologie, qui est depuis 2019 responsable recherche et développement de Mycophyto. Mycophyto a été fondé par Justine Lipuma, une docteure en microbiologie, spécialiste des interactions entre plantes micro-organismes, et par Christine Poncet, une ingénieure de recherche de l'INRA, spécialiste dans le développement de systèmes agricoles plus durables. Mycophyto, implantée dans le sud de la France, est lauréate de plusieurs prix, récompensant les innovations qu'elle met en œuvre afin d'aider les agriculteurs à construire une agriculture nouvelle répondant aux attentes sociétales, environnementales et économiques. Marc-André Selosse, je vous laisse la parole. Alors, merci de cette invitation et de cette occasion de parler de microbiote d'une certaine façon, parce qu'on sait tous que l'homme a un microbiote qui est très important pour sa santé, mais c'est ni plus ni moins que de l'équivalent pour les plantes, en particulier les racines des plantes dont on va parler aujourd'hui, des implications que ça a dans la gestion qu'on peut avoir des écosystèmes. Alors, je vous propose maintenant de passer dans un diaporama. Ça va, vous le voyez là, mon diaporama? C'est parfait, très bien. Très bien. Donc, vous devez le voir bouger. On le voit bouger, on voit des champignons. Exactement. En fait, c'est intéressant parce que ce n'est pas des champignons qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est l'organe reproducteur de ces champignons qui produit les spores, cette espèce de poudre noire qui tombe là et qui va permettre de multiplier l'espèce. Les champignons, il faut bien comprendre que c'est fait de filaments qui, de temps à autre, engendrent ces structures, de filaments microscopiques puisque leur taille, eh bien, elle avoisine plutôt le centième de millimètre. Ces filaments microscopiques, c'est le champignon au jour le jour. Et de temps à autre, ça donne cette partie charnue qu'on aime à manger ou que dans d'autres cas, on a intérêt à ne pas manger. Et ça, j'imagine que vous pensez que c'est un arbre. Des arbres. Plusieurs arbres. Ah non, pas vraiment. En fait, l'arbre, il est aussi présent sous terre. Et ce n'est qu'une partie de l'arbre que vous voyez. Alors, ce dessin-là, pour un ouvrage qu'on va faire paraître avec un ami, est un peu abusif. Mais on a un tiers de la biomasse sous terre qui est formée de racines. Et c'est vrai pour toutes les plantes. Ces racines sont souvent trop petites et fines pour que quand le vent ou la main déracine la plante, on les voit. Donc, on ne voit, nous, quand on déracine, que les très grosses racines. On ne voit pas ce tiers de la biomasse de la plante qui est sous terre et qui est vitale, car c'est cette partie-là qui va chercher de l'eau, des sels minéraux et aussi des oligoéléments comme un petit peu de fer, un petit peu de zinc, un petit peu de manganèse, qui sont nécessaires à la plante. Mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que ce système racinaire ne peut pas fonctionner seul. Et je voudrais introduire mon propos avec une histoire qui est arrivée aux Européens quand ils sont arrivés en Afrique ou en Amérique du Sud avec des bateaux en bois qui avaient fort souffert de la traversée et qu'ils ont voulu réparer en introduisant des pins qui poussent vite et partout, mais qui, vous le voyez en vert, ne sont que des arbres qu'on trouve dans l'hémisphère nord,
des pins qui leur permettraient de refaire des mâts et puis en plus, les pins, ça pousse partout chez nous. C'est des espèces pionnières sur des écosystèmes agricoles abandonnés. Manque de chance, les graines qu'ils ont emmenées n'ont pas germé, enfin elles ont germé, si, mais elles n'ont pas poussé. Rapidement, les pins sont morts. Alors, hommes d'empirisme, ils ne se sont pas du tout inquiétés de ça, ils ont amené des pins déjà enracinés. Et en fait, sans le savoir, ce qu'ils ont amené avec ces pins déjà enracinés, qui ont parfaitement réussi à s'adapter, ce qu'ils ont amené, ce sont des champignons du sol, des filaments invisibles, qui interagissent, vous le voyez, avec les racines et qui font des petites pelotes autour des racines. Et ça, ces champignons-là sont vitaux. Dans nos sols, il y en a partout, et une graine de pin germe et se développe n'importe où. Dans ces sols-là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les pins dépendent vitalement de l'organe mixte formé par association avec des champignons du sol et qu'on appelle la mycorhize. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait du grec, il n'y a pas photo. Mycorhize, c'est myco le champignon et rhiza la racine. La formation de cette interface entre un champignon et la racine est absolument vitale. La plupart du temps, les champignons sont là et ce n'est pas tellement limitant. Reste à savoir si c'est les meilleurs qu'on peut souhaiter qui sont là. Voilà, vu de près, quelques mycorhizes d'arbres qui ne pouvaient pas se faire dans les zones tropicales. Vous voyez très bien ce feutrage de champignons qui a tout autour de la racine. Là, je vous en montre une que j'ai photographiée en Chine. Alors, ça n'a rien à voir avec sa couleur, hein, mais pour le coup, vous voyez très bien cette prolifération de la racine au contact du champignon. Ces digitations, vous voyez, c'est l'axe, c'est de la racine, et il y a du champignon tout autour. Je vous coupe ça en long, ça donne à peu près ça. Vous avez une chaussette de filaments de champignons tassés autour de la racine. Et ça, c'est une gigantesque interface entre les deux partenaires, une gigantesque zone de contact. Alors, les arbres de nos régions s'associent à des champignons que vous connaissez bien, qui n'étaient pas présents sous les tropiques. C'est ce qui a posé problème. C'est des champignons comme les cèpes, les amanites, les russules, les pieds de mouton qu'on trouve en forêt. Et d'ailleurs qu'on ne trouve qu'en forêt parce qu'eux aussi ont besoin des arbres. C'est aussi les truffes qu'on ne trouve que sous les arbres truffiers parce que, effectivement, la partie filamenteuse et microscopique se développe sur les racines des arbres. Vous allez me dire que tout ça nous éloigne beaucoup de l'agriculture et que la plupart des plantes agricoles, et d'ailleurs, tiens, aussi, la plupart visiblement des plantes tropicales n'avaient pas ces champignons-là sur les racines. Alors là, je vous propose à gauche du maïs, qui est à la fois une plante d'origine tropicale et une plante qui n'est pas un arbre, et à droite, je vous propose, c'est... Alors là, je suis sûr que vous êtes en train, devant votre ordinateur, de vous dire, c'est racines. Et non, c'est mycorhize. Car, bien que là, on ne voit pas le champignon, il y en a aussi. On le voit très bien quand on passe au microscope avec des colorants ad hoc. Ces racines sont bourrées de filaments de champignons qui, d'ailleurs, se ramifient parfois en rentrant jusque dans les cellules et faisant, cette fois-ci, une zone d'échange jusqu'au cœur de la cellule. On va voir ce qui est échangé après. Et 80% des plantes sont associées à des champignons très discrets que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, qui s'appellent des gloméromycètes. Ça, c'est vraiment le cas général de la mycorhize. Ce n'est pas des champignons comme on a sous nos arbres forestiers qui sont visibles en automne, c'est des champignons tout le temps invisibles. Ces champignons-là font des filaments qui vont aussi dans le sol, mais qui ne s'attardent pas en surface, donc il n'y a pas de chaussettes de champignons, et ils fabriquent leurs spores, regardez, on les voit très bien là. Ils fabriquent leurs spores directement dans le sol, et donc ils ne sortent jamais du sol, aussi ne les avez-vous jamais vus. Ces gloméromycètes, c'est eux qui aident 80% des plantes à vivre. Alors, vous allez me dire, depuis le début, je dis que c'est vital, mais pourquoi? Eh bien, c'est vital pour des raisons nutritionnelles. C'est que la plante est incapable d'exploiter le sol toute seule, et d'ailleurs, le champignon est incapable de se nourrir sans la plante. On se dit souvent que si on stérilise un sol, on va détruire les pathogènes. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on détruit aussi ces champignons-là. Et ça se passe mal. Sur l'image que je vous présente, l'ensemble des pots est fait et garni de sol stérilisé et reçoit des petits oignons, des graines d'oignons, hein, ce sont des graines qui sont semées. Et dans tous ces pots, la croissance a duré 3 mois. Dans les pots de gauche, le sol est stérilisé, on a mis les graines, c'est tout. Dans le pot de droite, le sol a été stérilisé, on a réintroduit ces petites spores de ces fameux champignons, les gloméromycètes, là, qui font les associations avec les plantes herbacées, comme l'oignon. À droite, ça a poussé normalement. À gauche, ça vivote. Là encore, on trouve
que l'association est nécessaire. Et en fait, elle est nécessaire parce que c'est une association où se font des échanges. Alors, voilà des systèmes racinaires dont vous voyez par des espèces de lueurs qu'ils produisent des molécules qui, en fait, trahissent leur présence. Les champignons du sol qui poussent sont sensibles ou non à ce qui est exudé par les racines d'une plante. Par exemple, ce petit champignon-là, ces filaments qui poussent ne sont pas sensibles aux émissions des champignons des racines de gauche, mais la racine de droite, oui, ça attire le champignon qui se ramifie, qui commence à émettre lui-même des molécules qui vont provoquer la ramification de la racine. L'un se ramifiant près de l'autre, l'inévitable arrive, advient, il se touche. Le champignon croît quelque temps en surface de la racine, mais pas beaucoup. Vous vous rappelez, dans ce cas-là, on ne voit pas trop le champignon à la surface. Il forme une espèce de papille et là, il va rentrer dans les cellules sans détruire l'emballage le plus interne qu'on appelle la membrane, mais en franchissant la partie la plus externe qu'on appelle la paroi. Et à un moment, il rentre contre une cellule, parce qu'il n'est pas vraiment dedans, et il se ramifie en formant cette structure arbusculeuse que je vous avais montrée. Au sein de cette structure, il achemine de l'eau et des sels minéraux qui vont pouvoir rentrer dans la racine. Cependant, au niveau de cette structure, il peut capter une partie du sucre en jaune qui baigne la cellule et qui va rentrer dans le champignon et lui permettre de se développer car il est absolument incapable de trouver son alimentation tout seul. Ainsi, sucre contre eau et sels minéraux, voilà le troc qui s'opère et qui est vital pour les deux partenaires. La mycorhize, c'est une histoire d'entraide, où les plantes nourrissent en sucre, et avec quelques vitamines également, des champignons, qui, par ailleurs, rabattent de l'eau et des sels minéraux du sol. Et ça, même si ce n'est pas les mêmes champignons, ça arrive chez 9/10 des plantes, et notamment chez l'essentiel de nos plantes agricoles. Et puis aussi nos arbres forestiers, vous l'avez vu. Mais cet organe mixte a un autre rôle. Il n'est pas simplement nutritif. Il a aussi un rôle dans la protection des deux partenaires, mais je vais surtout m'intéresser à la plante, puisque j'imagine que votre vision de la chose est quand même assez centrée sur la plante. Après tout, c'est surtout elle qu'on mange. Voilà une expérience assez ancienne qui consiste à inoculer sur des Camesiparis une maladie des racines qu'on appelle un phytophthora. Donc au temps zéro, on inocule la maladie sur des Camesiparis qui sont avec ou sans ces fameux gloméromycètes, c'est-à-dire qui ont formé ou pas des mycorhizes. Et on assiste au combat, on compte les morts et on regarde le taux de survie après l'attaque. On s'aperçoit que 95% des plants qui sont mycorhizés ont survécu à l'attaque, mais que seulement 5% de ceux qui ne sont pas mycorhizés ont survécu. Il y a donc un effet protecteur qui résulte de plusieurs choses. La première, c'est que le champignon mycorhizien occupe le terrain. Il prend toute la nourriture, éventuellement il émet un certain nombre de molécules toxiques pour les autres champignons. En d'autres termes, il défend ses ressources, si l'on veut, et donc il va avoir un effet direct sur les pathogènes. Mais en réalité, l'histoire est plus complexe. Il y a un deuxième effet. Ce deuxième effet est absolument sidérant. Et il renvoie en fait à la puissance sur laquelle je reviendrai de cette association qui n'intéresse pas que les racines. Je vais maintenant vous montrer une histoire tout à fait différente qui va nous permettre de trouver la deuxième façon indirecte dont les champignons mycorhiziens protègent les plantes. On va regarder des feuilles de tabac, et des tabacs qui appartiennent à une variété moderne, donc qui sont tous génétiquement identiques. Sauf que certains sont mycorhizés, ont donc un champignon sur les racines, d'autres pas. Mais le champignon est sur les racines, il n'est pas dans les feuilles. Nous, on va s'intéresser aux feuilles de ces tabacs mycorhizés ou pas, sachant qu'ils sont très bien nourris par ailleurs et que donc même les plants non mycorhizés ont bien poussé. Et on va s'intéresser à ce qui leur arrive si on inocule sur les feuilles une maladie, le Botrytis cinerea. Vous le connaissez parce que quand il arrive tardivement sur des raisins, c'est la fameuse pourriture noble, mais même dans le vignoble, on déteste qu'il s'attaque aux feuilles parce que c'est un parasite des feuilles. Ce champignon va s'installer bien mieux et couvrir des surfaces, faire des dégâts beaucoup plus larges sur les feuilles des plantes non mycorhizées que sur les feuilles des plantes mycorhizées. Les dégâts sont 2,5 fois plus importants. Alors pourquoi? Parce que là, dans la feuille,
il n'y a pas présence des champignons qui sont sur les racines. La protection se fait à distance. Comment ça? Si vous regardez la vitesse à laquelle les composés de défense qui tuent les champignons s'accumulent dans les plants mycorhizés ou non mycorhizés, vous voyez qu'il s'agit bien de la réponse, puisqu'à 12 heures, il n'y en a pratiquement pas. Cette réponse est plus intense et plus rapide dans les plants mycorhizés que dans les plants non mycorhizés. En fait, ce que vous voyez, c'est que le système immunitaire fonctionne mieux si la plante est mycorhizée que si elle n'est pas mycorhizée. Alors ça, c'est énorme, parce que ça vous montre un effet à distance, mais ça vous montre aussi que la présence du champignon émet des substances modificatrices de la plante qui donnent leur pleine efficacité aux défenses immunitaires de la plante. C'est énorme parce que c'est à la fois à distance et ça vous montre que l'effet de protection est aussi indirect. Et quand il est indirect, il se fait aussi jusque dans les feuilles. Donc, la mycorhize, c'est une entraide qui est non seulement alimentaire, mais aussi une entraide, vous le voyez, qui touche aussi à des protections des partenaires. J'aurais pu être plus long là-dessus, mais je ne veux pas être trop long en vous parlant aussi du fait que beaucoup de plantes qui se portent de pousser en sol calcaire ne tolèrent le calcium qu'avec les plantes, qu'avec les champignons. Ou bien que certaines plantes qui poussent en sol très acide, comme en Bretagne, tolèrent l'aluminium qui est très abondant uniquement grâce à leurs champignons. Il y a aussi une protection physico-chimique de la plante. Évidemment, alors c'est là que vous voyez que vous avez sauté beaucoup d'épisodes par rapport à un cours de fac standard, puisque nous en arrivons au 4e point et qu'il est numéroté 8. Je n'ai pas mis le bon numéro. On vous épargne beaucoup de choses dans cette histoire. Et on en arrive à que faire avec ça? Que faire avec ces champignons? Eh bien déjà des champignons. La production de truffes est quelque chose qui se réalise mieux maintenant, alors ce n'est pas encore le paradis, mais qui est plus sûrement productif pour ceux qui implantent des truffières, grâce à l'achat de plants qui ont été préparés en pépinière avec de la truffe et qui sont donc déjà mycorhizés, déjà associés à de la truffe. Ça augmente la probabilité que la truffe persiste après plantation et que les arbres donnent. Alors, ce n'est pas du 100%, mais ça a été quand même un très très gros progrès. Vous me direz que la production de truffes ne va pas sauver l'alimentation humaine. Là où vous vous trompez, c'est si vous pensez que la truffe, ce n'est pas important. La truffe, c'est quelque chose qui permet d'entretenir le paysage dans des régions pas très fréquentées et de créer de l'activité, de créer des activités culturelles, des marchés à la truffe, des accueils à l'exploitation. Ça permet, dans des régions qui sont par ailleurs peu intéressantes en termes économiques, de maintenir de l'activité et d'entretenir le paysage, notamment d'entretenir contre les incendies, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, la trufficulture, c'est quelque chose qui a un impact économique, somme toute modeste, mais un impact d'aménagement du territoire extrêmement fort. Voilà, à droite, une petite mycorhize de truffes. Et vous avez peut-être suivi l'actualité récemment, il y a une truffe, qui est la truffe blanche du Piémont, qui est très difficile à cultiver. L'INRA, avec l'aide de certains pépiniéristes, vient de mettre au point une façon de produire des arbres aussi inoculés, non seulement comme traditionnellement par les truffes noires et les truffes de Bourgogne, mais aussi par la truffe blanche du Piémont. Ça vient juste de sortir. Cette association permet aussi, évidemment, de mieux produire de la plante. Et je voudrais vous montrer déjà un premier exemple issu de la foresterie, et notamment des plantations de Douglas. Les Douglas, vous savez, c'est des conifères qu'on plante sur des terres agricoles abandonnées et qui poussent très vite. Vous les avez à l'arrière-plan, là. Ils poussent très vite et ils permettent d'espérer des rentabilités d'exploitation à 50-60 ans. Parce que planter des arbres, tout le monde n'est pas Colbert, hein, et tout le monde n'est pas sûr que ses arrière-petits-enfants en bénéficieront. En d'autres termes, planter des arbres qui poussent vite, c'est une bonne chose, et s'ils peuvent pousser encore plus vite, c'est une meilleure chose. L'INRA a mis au point, après un très long processus de choix de souche, une souche d'un champignon à lamelles que vous avez en haut à droite, le laccaire bicolore, qui permet de faire pousser plus vite les arbres en pépinière. En fait, en pépinière, vous pouvez produire des arbres qui sont à hauteur de vente en 2 ans au lieu de 3, d'où économie de surface et d'immobilisation de capital. Ces arbres, ici, on peut les planter, et quand on les plante, eh bien, on peut espérer qu'ils poussent mieux. Alors là, je fais une parenthèse. Je vais vous montrer une diapositive qui date de ma thèse, parce que j'avais fait ma thèse sur cette histoire-là à l'INRA de Nancy. Et ce qu'on voit, alors là, voilà, c'est un moment très émouvant avec une diapositive partiellement pixelisée, car elle est vintage.
Et puis on voit les années de ma thèse, donc tout est dévoilé, je pense. Ce que vous voyez sur cette image, c'est des arbres qui ont été transplantés et qui proviennent de 3 traitements de pépinières différents. Les arbres en jaune, dont vous avez la hauteur par des colonnes jaunes, viennent d'un sol qui a été juste désinfecté, c'est tout. Donc on a tout tué, et puis le sol s'est petit à petit réinfecté avec ce qui passait. Les bleus sont d'un sol non désinfecté, qui est juste le sol de la pépinière, avec tous les champignons mycorhiziens qu'il y a dans la pépinière. Et le traitement rouge, ce sont des arbres qui viennent d'un sol qui a été désinfecté et inoculé avec cette fameuse souche, le S238N. Vous voyez que les arbres qui ont été inoculés par cette souche sont plus hauts. Ils sont plus hauts d'une petite dizaine de pourcents, et 10% de hauteur en plus, c'est 60% de bois en plus, sur un modèle tronconique. Donc, effectivement, dans la mesure où on vise une production de bois, on est réellement ici sur une amélioration de la plante. Alors, sortons du bois et passons maintenant aux écosystèmes agricoles. Parce que j'imagine ce que vous avez dans la pensée, quand vous pensez production végétale, on pense moins forêt que production agricole. Alors, pour les productions agricoles, il y a des chiffres qui montrent qu'on peut, non seulement en mettant des champignons, mais en mettant les bons champignons, on peut améliorer la croissance. Et je pense que l'exposé qui suivra vous en montrera assez des diapositives comme ça pour que j'en fasse l'économie. Je vais vous montrer un truc tout bête, qui est que la physiologie de la plante est profondément changée en tous ces points et que tout un tas de paramètres de surface changent. Vous avez ici la teneur en quercétine pour des cépages, bon, l'expérience est faite sur des cépages iraniens, de 4 cépages, Ashgari, Khalili, Keshmeshi et Saroudi, 4 cépages qui sont plutôt des cépages donc, de table, même si le vin de Keshmeshi est un vin assez intéressant gustativement. Mais enfin, on n'en fait pas beaucoup là-bas, pour le coup. Et vous avez 3 traitements pour chaque. En noir, c'est des plants qui ont poussé dans un pot tout seul. Et puis, dans les 4 autres figurés, vous avez des plants qui ont été inoculés par différentes espèces de gloméromycètes, le fasciculare, l'intraradices, le mossé, et puis, dernier traitement, où on a mélangé les 3 souches de champignons. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des teneurs en quercétine, des grains de raisin qui ne sont pas les mêmes. La quercétine, c'est un des tanins du raisin, c'est ce qui fait la structure astringente en bouche, et c'est aussi ce qui fait la couleur dorée des jus de raisin blancs, qui sont en fait dorés. Donc c'est quelque chose qui a des valeurs organoleptiques, qui a aussi des valeurs antibiotiques et de préservation, car c'est un tanin qui est antioxydant. Donc c'est quelque chose qui est un caractère que l'on peut souhaiter plus ou moins dans un grain de raisin. Et vous voyez que selon le champignon que vous avez sur les racines, vous n'avez pas les mêmes teneurs en quercétine. Et quand vous n'avez pas de champignons, vous avez souvent beaucoup moins de quercétine. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous récapitule que l'influence est systémique, elle se fait dans toute la plante, et ça peut notamment influencer les propriétés organoleptiques des produits que l'on vise. Ce n'est pas que de la quantité dont on parle. Et je crois que c'est important, parce que l'agriculture a trop souvent compté en quantité, et ces derniers temps, pas assez parlé de la qualité des produits. Alors, on a tout de suite envie de se précipiter, acheter les différents produits disponibles commercialement et qui vous promettent de pouvoir, dans votre potager ou dans votre champ, comme il y a un certain coût, c'est plutôt en maraîchage ou en pépinière ou en serre, mais de mettre des spores de champignons mycorhiziens. Ce sont les fameux inoculums, comme on dit, qui permettent d'inoculer ces champignons et qui sont disponibles dans le commerce. Que faut-il en penser? D'abord, disons-le, ces produits sont souvent honnêtes. Il y a du champignon dedans. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, le marché est plutôt sain de ce point de vue-là. Mais est-ce que ça va marcher? La réponse est souvent oui, mais pas toujours. Et donc, il y a intérêt à y penser 2 fois avant d'investir de l'argent là-dedans. Pourquoi? Des applications, il y en a en agriculture, mais il faut se souvenir de quelques paramètres que je vais vous présenter et qui vont ouvrir l'intervention suivante. Le premier, c'est que tous les couples ne marchent pas. Alors, je vous livre la plaisanterie que je fais souvent à mes étudiants, et vous m'excuserez de la trivialité de la chose, mais il ne suffit pas de mettre un garçon et une fille ensemble pour que ça fasse un couple harmonieux.
Eh bien, il en va de même des interactions entre les champignons et les plantes. Vous avez ici un diagramme un petit peu abscon où en ligne se trouvent, présentés par des numéros, des espèces de plantes différentes. Pour chacune de ces plantes, on les a fait pousser en sol sans champignons. Et on se dit que ça, c'est la référence. Puis, on les fait pousser en présence, c'est le 0. Et on les fait pousser ensuite en présence d'un champignon, toujours le même champignon, un glomus etunicatum. Et on regarde si elle pousse plus ou moins et on rapporte l'augmentation ou la baisse de biomasse produite suite à l'inoculation du champignon. Que voit-on? Vers le haut, on voit tout un tas d'espèces pour lesquelles, quand on rajoute ce champignon, elles poussent jusqu'à 50% mieux. Très bien. On s'aperçoit que l'effet n'est pas toujours aussi prononcé. Pour l'espèce 32, par exemple, on serait plutôt vers 10%. Mais c'est toujours ça de prix. On voit qu'il y a des couples qui ne marchent pas. Pour l'espèce 54, quand on rajoute le champignon, elle pousse 10% en moins. Et pour la 49, elle pousse pratiquement moitié moins. Et oui, ce qu'il y a dans le sac n'est pas forcément ce qui convient à la culture de l'année où vous allez appliquer votre inoculum. Vous pouvez être une bonne année, et ça c'est la musique qui signale la bonne année. Vous pouvez aussi être dans une mauvaise année et avoir semé une espèce qui, elle, va pousser 50% moins. Soyez les bienvenus dans Bonsoir Paris, émission spéciale ce jeudi soir, traitement… Monsieur Albert Truyol, Monsieur Albert, merci. Merci, monsieur. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai fait taire. Voilà, donc j'espère qu'il m'excusera. Ce que je voulais vous dire, c'est que bon, pour une espèce de plante donnée, ce n'est pas n'importe quel champignon. Deuxième problème. Alors, vous allez me dire comment ça marche dans la nature? C'est simple, hein. Dans la nature, il y a des milliers d'espèces de champignons dans le sol et la plante choisit. La plante interagit avec les champignons qui lui ramènent quelque chose et elle ne donne rien aux autres. Là, il n'y a pas le choix. Et ça, c'est une circonstance artificielle. Mais justement, il faut absolument maintenir cette capacité de choix qu'ont les plantes dans la nature. Ensuite, l'autre question, c'est d'où viennent ces champignons? Vous savez, quand on introduit une espèce, on a une chance sur 10 pour qu'elle s'installe. Parmi celles qui s'installent, on a une chance sur 10 pour qu'elles se reproduisent spontanément sans l'homme. Et parmi celles qui se reproduisent spontanément sans l'homme, c'est des lois statistiques, hein, ça, on a une chance sur 10 qu'il y en ait une qui devienne invasive. Mais oui, les invasions biologiques, ce n'est pas que les plantes invasives, ce n'est pas que les animaux invasifs, ça peut aussi être des microbes. 39 milliards d'euros, c'est le coût annuel en Europe des plantes invasives. Est-ce que vous voulez vraiment mettre dans vos sols des champignons dont vous ne saviez pas d'où ils viennent? Et j'ai le regret de vous le dire, beaucoup de souches disponibles dans le commerce viennent d'Inde ou du Canada. En les introduisant dans les sols, peut-être vous faites des bêtises que vos petits-enfants ne vous pardonneront pas. Troisième chose, le labour, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Un des inconvénients, c'est l'érosion. Mais un gros inconvénient, c'est que vous vous retrouvez, en ayant déchiré les filaments des champignons du sol, parce que là, ils sont déchirés, hein, avec un temps de l'année où il n'y a pas de plante. Or, ces champignons ne mangent que sur la plante. Donc, ils ont été déchirés et ils meurent de faim. Il va rester pour vos semis que les spores. Donc, en fait, le labour détruit les champignons que vous avez dans les sols. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, j'ai qu'à en remettre chaque année. Bon, ok, on sait déjà qu'on n'est pas très confiant sur le premier produit venu du commerce qui n'a pas une notice qui nous explique l'origine et pour quelle espèce de plante c'est. Il y en a peut-être, hein, mais il faut qu'il y ait ces deux choses. Et à ce moment-là, on pourra labourer et remettre du champignon chaque année. Dites donc, ça coûte cher cette histoire. Oui, parce que les filaments de champignons ne supportent pas le labour. Là, ce que vous voyez là, c'est un acte criminel contre le groupe des champignons. Dernier petit problème, qui n'est pas le moindre, c'est la fertilité. Alors voilà un trèfle sur lequel on va faire une expérience. On va le planter dans des pots où on va ajouter plus ou moins de phosphate. On va ajouter 0,2, 0,4, 0,67 millimoles par kilo. 0,4, ça correspond à une fertilisation bien forte dans la bosse. 0,6, 0,7, ça correspond à une fertilisation de maraîchage. Donc c'est réaliste. Et quand vous regardez le pourcentage de racines colonisées par des champignons, vous voyez que plus on rajoute de phosphore, moins il y a de champignons. C'est logique. La plante, quand elle peut se servir directement,
elle n'investit pas de sucre dans le champignon. Donc, dans les sols riches, elle tend à déconnecter l'interaction qui passe de 80% à 50%. Mais attention, vous perdez l'effet protecteur au passage. Maintenant, regardons la croissance. Alors, vous voyez que quand on regarde dans ces différents sols, en l'absence de champignons, la croissance de la plante, on voit bien que plus on met de phosphate, plus la plante grandit. Maintenant, regardons la croissance de la plante en présence du champignon. Plus on met de phosphate dans le sol, plus la plante grandit. Ah oui, mais quand vous n'avez pas ajouté de phosphate, l'ajout du champignon vous augmente la croissance de 45%, parce qu'il y a une carence en phosphate et que le champignon la soigne. Si vous êtes dans un sol très fertilisé, l'ajout de champignons fait décroître la croissance. Un champignon qui réduit la croissance, moi j'appelle ça un parasite. Dans les sols agricoles qui sont fortement fertilisés, l'application de mycorhizes n'est pas forcément recommandable parce que vous êtes dans une situation où la plante se sert elle-même et c'est moins cher. Sauf que, évidemment, ces engrais qu'on a mis, ils vont polluer les nappes phréatiques, ils vont polluer les eaux continentales, donc ils posent un problème par ailleurs. Et vous voyez que le problème, c'est que nos sols sont souvent trop riches pour utiliser ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'il n'y a qu'en forêt qu'on peut travailler avec des champignons mycorhiziens? Oui, parce que vous vous rappelez que la forêt, on ne la laboure pas, on ne met pas d'engrais, et on a rajouté des champignons indigènes. Ça marche. Est-ce que ça ne marche qu'en forêt? Ça peut marcher en agriculture, mais il faut revoir les itinéraires techniques qui vont avec. Il faut choisir les bons champignons et avoir de nouvelles pratiques. Ce que je vous ai expliqué, c'est que la mycorhize, c'est une entraide vitale et invisible pour les plantes. Elle assure des rôles dans la nutrition et la protection des plantes, mais elle modifie complètement leur physiologie et elle est une partie de la qualité du produit que vous récoltez, pas que de la quantité. C'est une promesse, si on applique ces méthodes, de produire certains champignons, voire même d'aider certaines plantes à produire une alimentation différente. Mais est-ce que l'inoculum, si on veut absolument inoculer, que l'on va utiliser est local et adapté? Et puis aussi, quels sont les itinéraires techniques qui, quand on voudra à fond jouer sur ces champignons, seront adaptés? Alors, j'ai fini mon temps de parole. Je pense que vous comprenez que l'idée qui se cache derrière, c'est de changer d'agriculture. La personne qui vous parle ne fait pas d'agribashing. Je le répète, la personne qui vous parle ne fait pas d'agribashing. L'agriculture conventionnelle a nourri le monde. On a oublié ce que c'était que les famines, on l'a tellement oublié que maintenant on lui fait des reproches. L'agriculture conventionnelle, basée sur le labour, sur les engrais chimiques, elle a résolu le problème quantitatif. Maintenant, elle a généré un problème qualitatif. Si vous avez des doutes, intéressez-vous à la cohorte Agrican, qui est une cohorte de suivi de santé des agriculteurs. Là, vous verrez que les produits que manipulent les agriculteurs, ces produits ne sont pas neutres. Ils ont des cancers qui n'existent pas dans la population standard, sauf quand ils font du bio. De même, on sait aujourd'hui que la quantité de spermatozoïdes produits par un individu occidental mature dépend de la quantité de pesticides que l'on retrouve dans son sang. Il y a une corrélation parfaite entre la quantité de spermatozoïdes viables et le nombre de pesticides dont on trouve des résidus dans son sang. Et ça va évidemment dans le sens de moins de pesticides, plus de spermatozoïdes viables. Alors vous allez me dire, il en reste encore quelques-uns pour faire le travail. Très bien, mais ce n'est pas un signe de santé, ça. Ce que je veux dire, c'est que l'agriculture conventionnelle a résolu les problèmes quantitatifs, mais nous a créé des problèmes qualitatifs. Et dans les nombreuses possibilités pour changer de paradigme ou pour n'avoir recours aux méthodes de l'agriculture conventionnelle que d'une façon moins récurrente, il y a ces champignons mycorhiziens qui, depuis 400 millions d'années, s'il y avait plus de temps, je vous aurais montré des images de fossiles de 400 millions d'années, qui, depuis 400 millions d'années, sont la façon dont les plantes mangent et se défendent. Retrouver cette partie de l'identité des plantes que nous n'avions pas vue, c'est un objectif que non seulement nous devons de parcourir, mais qu'en plus, certains, d'un point de vue entrepreneurial, ont choisi d'aborder de façon raisonnable. Et c'est ce que vous allez découvrir dans la deuxième partie de cette présentation.
Un grand merci Marc-André Sellos. C'était à la fois merveilleux parce que nous avons eu la chance, grâce à votre présentation, de découvrir de magnifiques images, de belles choses et aussi, bien entendu, tellement d'informations scientifiques que vous nous avez données avec une vraie limpidité, si je puis dire. C'était limpide. Merci à vous. Peut-être Mathilde va nous ouvrir son partage d'écran et Mathilde Clément qui va nous donner son regard et son analyse de praticienne et d'entrepreneuse, puisque Mathilde est à la tête de Mycophyto. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation, merci pour cette organisation. Vous voyez Très bien. Ok. Alors, je me permets juste une toute petite rectification. Donc, je suis Mathilde Clément à la tête du pôle recherche et développement de Mycophyto, mais je ne suis pas... Je vais vous présenter sur une première partie de présentation un peu l'histoire et la genèse de Mycophyto, les différentes preuves de concept que nous avons pu réaliser et l'expansion de la société avec l'arrivée des premiers clients et des premiers contrats signés et quel avenir nous souhaitons pour Mycophyto. Alors, comme l'a précisé Patrice en introduction, Mycophyto souhaite être au plus près des acteurs de l'agriculture d'aujourd'hui pour produire mieux et plus, car nous sommes face au mur, tout en préservant bien sûr nos ressources et s'adapter à ces changements climatiques qui sont malheureusement déjà très présents et dont on mesure les impacts de manière très très forte. Donc, Mycophyto a été fondée en 2016 par Justine Nipuma, docteur en microbiologie, spécialiste des interactions plantes-micro-organismes, et Christine Poncé, ingénieure agronome avec plus de 30 ans d'expérience sur les systèmes de culture durable en France et à l'étranger. Après une incubation en 2016, la SAS a été créée en 2017. Alors, pour faire le point sur les acronymes, et après j'en aurai fini, Mycophyto est une start-up et c'est une spin-off INRAE UCA qui exploite du coup deux savoir-faire secrets issus de l'INRA et de l'UCA. Alors, UCA, c'est pour Université Côte d'Azur. Comme vous allez le voir dans la présentation, nous avons validé notre concept sur une gamme de plantes d'intérêt agronomique et nous avons en notre possession un brevet sur le procédé de production de champignons mycorhiziens à arbuscules indigènes. Comme l'a également présenté Patrice en introduction, nous avons été lauréats de nombreux concours nationaux, dont le iLab en 2019, et nous avons réalisé une première levée de fonds en 2019 pour un montant de 1,4 million. D'ici 2021, nous souhaitons construire le premier site Mycophyto high-tech suite à une levée de fonds de série A qui permet en fait d'accélérer cet amorçage. L'équipe est aujourd'hui constituée de 9 personnes, en fait, je devrais dire 10, car nous a rejoint très récemment Maxime Grouco en tant que technico-commercial. Donc, Mycophyto, sur 3 ans, a pu recruter en CDI 10 personnes, ce qui n'est pas rien dans le paysage actuel. Mycophyto bénéficie de l'appui d'experts reconnus et bénéficie d'un ancrage territorial important. Son fonctionnement repose sur un comité scientifique dont fait partie Paola Bonfante, professeure émérite de l'Université de Turin, spécialiste des mycorhizes. Nous avons également un conseil business développement avec à nos côtés Éric Marais, l'ancien directeur général de Virbac, et Bertrand Porquet qui nous vient de Engie. Nous avons des partenaires et des soutiens, notamment BPI, en étant lauréat du concours iLab, l'Université Côte d'Azur, le Crédit Agricole, l'incubateur qui continue, qui nous a suivis, le pôle de formation Vert Azur, qui est le lycée horticole de la ville d'Antibes,
et bien sûr la région à nos côtés. Nous avons un comité stratégique, excusez-moi. Nous avons un comité stratégique composé par nos investisseurs qui sont la région plus des fonds privés. Et en 2020, nous ont rejoint au capital de Mycophyto Éric Orsena et Dominique Gaillard, président de France Invest. Alors, je ne vais pas revenir sur le bienfait de la symbiose mycorhizienne, car c'était expliqué de manière claire et limpide précédemment par Marc-André. Ce que je voudrais en fait préciser sur cette diapositive-là, c'est l'innovation de Mycophyto. En effet, Mycophyto, alors excusez-moi, j'ai un petit problème d'affichage. Voilà. L'innovation de Mycophyto se situe sur l'identification et la production de champignons mycorhiziens spécifiques et adaptés à un terroir. En effet, nous avons un savoir-faire unique sur cette identification, sur cette production et sur ce processus de réinoculation. Donc, nous avons un savoir-faire spécifique qui est constitué de 4 étapes majeures. La première étape consiste à une analyse microbiologique des sols, complétée par un audit des itinéraires de culture. Nous multiplions les souches de champignons indigènes à chaque terroir. Donc, ce processus de production, comme je vous l'ai précisé, est breveté et c'est un brevet Mycophyto. Nous réintroduisons ensuite les spores au niveau de la culture et s'ensuit un suivi des cultures pour mesurer les gains de la mycorhisation indigène sur la culture d'intérêt. Au sein de Mycophyto, nous avons déjà réalisé plusieurs preuves de concept sur différentes plantes cibles. Le concept a été validé sur la culture de lavande lavandin, sur olivier, sur tomate et sur rose. Sur l'ensemble de ces cultures, nous avons pu voir une stimulation de croissance, des gains de rendement, mais également, et c'est tout aussi important, des baisses d'intrants, que ce soit au niveau engrais ou nutrition hydrique. Donc, j'ai quelques exemples de nos réalisations. Donc, sur la gauche de la diapositive, vous pouvez voir en fait une expérience menée sur rosiers. Donc, sur la gauche, les rosiers ne sont pas mycorhizés. Sur la droite, les rosiers ont été mycorhizés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de la motte, on voit un développement racinaire qui envahit l'ensemble du pot, qui est beaucoup plus importante avec les champignons mycorhiziens. Nous n'avons pas seulement stimulé la croissance de cette plante, nous avons obtenu des rendements en fleurs allant du simple au double suite à l'inoculation par ces champignons mycorhiziens indigènes. Sur cette manip rosier, ce qui est très intéressant en plus, c'est que ces rosiers ont été mycorhizés maintenant il y a 3 ans, et 3 ans post-inoculation, nous continuons à voir les effets bénéfiques de cette mycorhisation indigène. Nous avons également mené une expérimentation sur tomates, donc c'est sur la droite de la diapositive. Là encore, on peut voir à quel point la mycorhisation avec des champignons indigènes a stimulé la croissance du système racinaire. Sur la photo en gris, donc on voit le système racinaire du témoin à droite et à gauche, pardon, et à droite avec les champignons mycorhiziens. Donc, on a un système racinaire qui est plus de 2 fois supérieur à celui du témoin. Nous avons pu mesurer également le rendement en fruits obtenu par plant. Et dans cette expérience, nous avons inclus une mycorhisation avec des champignons mycorhiziens arbuscules génériques de type commerciaux, comme présenté par Marc-André précédemment. Et ce résultat illustre bien ce qu'il vient de dire, car dans cette expérience, en fait, nous avons une stimulation du rendement suite à la mycorhisation indigène des plants, mais aucune augmentation de rendement avec la mycorhize de type commercial.
Ces preuves de concept nous ont permis de définir et de proposer nos premières offres commerciales. À l'heure actuelle, nous vendons les offres qui s'appellent Mycodit, MycoStart, et nous souhaitons cette année vendre nos premiers Mycodev. Alors, qu'est-ce que c'est un Mycodit? Un Mycodit, c'est un audit très poussé de la parcelle qui va recevoir la culture. Nous procédons à des analyses physico-chimiques de sol. Nous analysons l'historique de culture et l'itinéraire de culture, car comme l'a dit Marc-André, comprendre ces itinéraires est indispensable pour pouvoir implanter la mycorhization de façon efficace. Nous évaluons l'indice de biodiversité du sol, nous dénombrons les spores de champignons mycorhiziens, nous analysons les différentes espèces présentes dans ce sol. Et enfin, nous mesurons le potentiel mycorhizien du sol. Donc, toutes ces analyses composent le Mycodit. Et nous vendons également des MycoStart, donc que nous réalisons à l'heure actuelle jusqu'à 1000 plants. Alors, le MycoStart est en fait un pilote moyenne échelle qui va permettre de valider… Le 26 février, eh bien, une baisse assez spectaculaire se produit. Mais il faut regarder en fait le deuxième trait en pointillé, parce que quand on prend une mesure, elle se manifeste au moins une semaine plus tard. Et là, on peut couper. Merci beaucoup. Donc, donc, nous vendons également des MycoStart qui sont des pilotes moyenne échelle qui nous permettent de valider les gains de solutions apportés par la mycorhization indigène. Nous avons des partenariats en cours sur un projet Mycolave avec le LECA de Grenoble et le CRIEPAM de Manosque. Nous travaillons en étroite relation avec l'UMT Fiorimed. Nous avons un premier MycoStart développé avec le Centre du Rosé et le château Sainte-Roseline dans le Var. Et ces partenariats se développent et sont encore en cours de construction avec la Fondation Université Côte d'Azur, avec les appels à projets CASDAR et avec un appel à une réponse très prochainement d'un appel du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Comme je vous le disais, nous avons pu signer nos premiers contrats de R&D. Malgré cette crise sanitaire qui nous a tous affectés, nous avons pu signer en 2020 11 contrats avec 10 clients différents. Nous avons nous-mêmes été surpris de l'engouement sur notre solution. Nous avons des gens qui sont spontanément venus vers nous en nous disant « Nous sommes face au mur avec cette crise sanitaire, il nous faut sécuriser nos approvisionnements, il nous faut relocaliser nos productions. » Donc, à l'heure actuelle, nous avons 3 contrats sur la filière viticole. Malheureusement, je ne peux vous citer l'ensemble de nos clients parce que nous devons au secret professionnel. Le contrat avec le Centre du Rosé et le Château Sainte-Roseline est un contrat en partenariat, donc je suis toute libre d'en parler aujourd'hui. Nous avons 4 contrats sur la filière plantes à parfum aromatiques et médicinales. Cette filière est une filière de niche à haute valeur ajoutée et c'est le choix aussi qu'a fait Mycophyto de se situer donc sur ces types de marchés. Donc, je ne peux malheureusement pas vous citer les contrats que nous avons avec ces clients-là, mais le partenariat Mycolave est un de ces contrats. Nous avons actuellement 3 contrats sur la filière maraîchage et quelque chose de tout à fait intéressant pour nous aussi, un contrat avec une collectivité qui est la ville d'Alès, qui cherche une solution pour que l'implantation de ces arbres en ville soit plus efficace. Car comme vous le savez, lorsqu'on implante des arbres en ville, ils se retrouvent souvent dans du remblai, dans du reste de goudron. Ils ont un espace de vie qui est très limité et nous essayons de voir comment la mycorhization pourrait favoriser l'implantation et le maintien de ces arbres. Alors, à l'heure actuelle, les étapes de Mycodit et les étapes de multiplication sont des étapes qui nous prennent encore un petit peu de temps et nous sommes une start-up deep tech. Nous nous devons d'innover
et de trouver des solutions encore plus efficaces. Donc, nous avons un programme de recherche et développement assez ambitieux. Donc, c'est pour ça que nous avons été en 2019 lauréats du concours iLab, dirigé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est un concours d'innovation, d'appui aux entreprises innovantes. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais ce programme a pour but, en fait, d'essayer de trouver un moyen pour trouver le meilleur mix, la meilleure combinaison de champignons pour une culture donnée dans un endroit donné. Donc, nous allons développer un algorithme de prédiction. Ce programme est développé en partenariat avec l'INRA et l'INRIA sur Sophia Antipolis. Nous devons également de progresser dans notre manière de produire les champignons mycorhiziens. Nous devons monter en puissance pour pouvoir répondre à la demande. Nous avons été lauréats en 2020 sur un programme PIA 3, donc Plan Investissement d'Avenir, géré par la région. C'était l'appel d'offres Innover en Provence-Côte d'Azur. Donc, nous avons été lauréats de ce concours. Et du coup, nous développons actuellement un myco-bioréacteur qui a pour but, en fait, de développer en grande quantité des racines mycorhizées dans un système d'hydroponie. Alors, comme l'a précisé Marc-André précédemment, des solutions commerciales existent. Il faut que nous en ayons conscience. Il faut que nous ayons une connaissance de nos potentiels concurrents. Pourquoi, à l'heure actuelle, Mycophyto se différencie des solutions qui existent? Eh bien, j'espère vous avoir convaincu que nous avons fait le choix de la mycorhisation indigène et non de la mycorhisation générique, et que c'est cette spécificité de Mycophyto qui va permettre en fait le déploiement de cette innovation dans de nombreuses terres cultivées. Mycophyto est une start-up en pleine accélération. 2019-2020 a vu par cette première levée de fonds et ce concours iLab une structuration de l'équipe. À la suite de ça, nous avons pu vendre nos premiers pilotes sur les années 2020-2021. La fin d'année va être décisive pour nous puisque nous déposons un appel à projet Deep Tech chez BPI. Nous déposons un projet dans le cadre de l'EIC Accelerator au niveau de l'Europe et nous envisageons pour la fin d'année la levée de fonds de série A avec un besoin financier s'élevant entre 7 et 10 millions d'euros. Cette levée de fonds permettra la construction de la mycofarm avec des ventes de pré-série qui nous permettra de traiter plus de 1000 hectares de culture par an, pour ensuite partir sur 2022, 2024, 2025 sur une myco-usine qui nous permettra de traiter plus de 10 000 hectares de culture par an. Je vous remercie de votre attention. Je serai ravie de répondre à vos questions. Si toutefois nous n'avions pas le temps de traiter toutes vos questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il s'inscrit à l'instant sur votre écran mathilde.clément@mycophyto.fr. Je ne vous garantis pas de répondre dans la minute, mais je répondrai. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux, notamment sur Twitter, pour suivre la progression de Mycophyto. Je remercie encore les organisateurs de m'avoir permis aujourd'hui d'être avec vous et de vous présenter Mycophyto. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Mathilde. C'était vraiment formidable et extrêmement clair. Simplement, donc peut-être on va regarder immédiatement sur le chat la conversation. Vous avez été très nombreux à poser des questions et c'est Patrice Sellos qui va maintenant ouvrir le débat et nous dire quelles sont les questions, Patrice, que l'on se pose. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions qui tournent essentiellement sur la première partie de l'exposé de Marc-André. Donc, la première d'entre elles, c'est quelles sont les méthodes utilisées pour stériliser, désinfecter des sols? Parce que souvent, ces questions de stériliser, désinfection des sols reviennent. Comment dépolluer? Est-ce qu'on peut utiliser les mycorhizes donc sur des sols pollués? Que faut-il faire? Voilà, donc ça tourne essentiellement autour de ça. Alors,
Voilà, je vous laisse. Il y a Marc-André, d'autres questions. je te vois arriver. Oui, oui. Alors, bon, il y a des méthodes avec des trucs qui sont interdits. Maintenant, le bromure de méthyle, par exemple, donc ça, c'est… Voilà. Il y a les méthodes par la chaleur. Quelqu'un répondait chaleur, la solarisation, pourquoi pas. Mais tout ça, ça tue, donc ça détruit. Donc, ce n'est pas une option. Et donc, Mathilde? Et donc, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, stériliser un sol, faut être très, faut faire très attention avec ça parce qu'on détruit toute la vie. Alors, et après, stériliser et dépolluer, c'est pas la même chose. Et si je peux me permettre, parce que bon, voilà, on n'avait pas le temps de tout aborder ce soir, la mycorhisation, c'est aussi une solution envisagée et déjà testée pour dépolluer des sols. Ça a notamment été fait sur des anciennes mines à Nouméa. On a un très beau laboratoire à Montpellier, le LSTM, qui travaille aussi l'interaction mycorhize et dépollution phytoremédiation. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre que finalement, les métaux lourds ou les hydrocarbures, enfin tout ça, ça fait partie de ces problèmes physico-chimiques rencontrés dans le sol pour lesquels il peut exister des solutions mycorhiziennes. Oui, il y a donc d'autres questions qui… Alors, question par rapport à ce que évoquait tout à l'heure Marc-André concernant le labourage. Donc, toujours des questions pertinentes, mais le labourage est un phénomène très ancien et donc c'est plutôt bénéfique. Comment expliquez-vous donc cette situation, je dirais, d'aujourd'hui qui dit attention, le labourage peut détruire tout ce qui est nécessaire à la croissance de la plante? Alors, déjà, ce qui est ancien, c'est l'arrérage. L'arrérage consiste à fendre le sol, mais il ne le retourne pas. Mais même ça, ce n'est pas bon. Le labourage, lui, retourne le sol. Et ces derniers temps, avec la mécanisation, il le retourne sur une très grande profondeur. Alors, je vais d'abord parler de l'érosion. Il est bien connu, il y a des méta-analyses de Montgomery publiées dans les PNAS il y a une dizaine d'années qui établissent clairement que un sol, c'est quelque chose qui s'érode toujours un peu en surface et puis qui se crée en profondeur. Et en gros, ça garde une épaisseur constante. Quand vous labourez, vous augmentez d'un facteur 10 l'érosion. C'est-à-dire qu'un sol de la plaine de Beauce, par exemple, va s'éroder aussi vite qu'un sol alpin, où il y a la pente. Et les sols alpins, ce n'est pas quand même les plus productifs de France. Et il n'y a pas qu'à cause de la pente. Alors, le problème, c'est que quand vous passez de, en gros, 0,1 à 1 mm d'érosion, qui est le taux normal, à 1 à 10, qui est le taux 10 fois plus important, vous avez 2 ou 3 mètres de sol. La disparition ne se fait pas tout de suite. Ça prend des millénaires. Ça prend 1 ou 2 millénaires. Allez à Athènes, allez à Rome, allez sur les sites de l'âge de bronze et regardez autour. Il n'y a pas de sol. Et ces villes, elles ont été installées là où il y avait les plus beaux sols, parce que les gens ont installé des villes là où il y avait à manger. Bon, l'histoire est là. Il y a même des gens qui disent que la durée de vie d'une civilisation, c'est celle de ses sols. Je pense que c'est réducteur. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, il faut ouvrir grand les yeux. Les sols méditerranéens, on dit souvent, ah oui, ils sont un petit peu minces. Ouais, maintenant, oui. Donc, labour. La deuxième chose, c'est que le labour, il va bien avec une logique où on ne se repose pas sur la vie du sol, que ce soit les mycorhizes ou d'ailleurs d'autres bactéries, comme les bactéries fixatrices d'azote ou les lombriques pour faire un mélange. Bon, effectivement, si on ne compte pas sur eux, on peut travailler avec le labour. Mais si demain vous voulez retrouver, vous appuyez sur la vie du sol, la vie du sol, elle est faite pour des labourages légers, façon vers de terre, mais pas plus forts. D'accord. D'autres questions, bien sûr. Alors, si je peux, une petite parenthèse publicitaire, si vous vous intéressez au sol, je publie cet automne, je viens de publier donc une BD, effectivement, comme Patrice le disait, avec un dessinateur belge qui s'appelle Sous Terre, chez Dargaud. Et en septembre, on publie chez Actes Sud L'origine du monde, qui est un livre sur le sol. D'accord. Rendez-vous pour l'origine du monde en septembre. Merci Marc-André.
Donc, on parlait de permaculture. Est-ce que celle-ci est adaptée à ces interactions que tu évoquais tout à l'heure? Et quel usage de la mycorhize dans l'agriculture hydroponique? Et de façon plus générale, si je puis me permettre de rajouter l'idée de quelle façon toutes ces nouvelles techniques ou incitations qui viennent du monde de l'écologie, de quelle façon est-ce que ça a une pertinence et par rapport à ce que vos découvertes scientifiques et l'ensemble des réalités de cette science? Alors, je vais commencer la réponse, mais c'est Mathilde qui va finir, notamment à propos des hydroponiques, hein, parce que moi, j'ai découvert quelque chose dans son exposé, pour le coup. Bon, la permaculture est une de ces méthodes où on supprime le labour. Et on sait très bien, dans les mêmes méta-analyses que celles que je vous proposais, que ça ramène l'érosion à un degré normal. Donc, ça résout le problème de l'érosion. Ensuite, l'idée de ces méthodes, et moi j'aime bien parce que c'est plus étudié, notamment l'agriculture sous couvert, c'est non seulement on laboure plus, mais aussi on a tout le temps des plantes en surface qui vont à la fois retenir le sol par rapport à l'érosion, mais aussi nourrir la vie du sol, et notamment les champignons mycorhiziens. Donc on a des cultures intermédiaires. Et aujourd'hui, le problème de la permaculture ou de ces agricultures-là, c'est qu'à un moment, il faut faire place nette pour ce qu'on va semer. Alors, il y a des méthodes qui sont légères. Moi, je connais des endroits où on lâche du bétail. Je connais des endroits où on a des intercultures gélives qui, en fait, en fin d'hiver, avec les gelées tardives, hop, elles calanchent. Mais souvent, ces méthodes-là qui respectent le sol utilisent le glyphosate pour détruire la culture intermédiaire. Et ça, ce n'est pas une option parce que le glyphosate, il abîme les vers de terre et il abîme les champignons mycorhiziens. Il est toxique pour les deux. Donc, demain, il va falloir inventer des méthodes de permaculture qui non seulement respectent le sol, et ça, c'est très bien, ou d'agriculture sous couvert qui respecte le sol et qui n'utilise pas ces intrants. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, Mathilde, si vous avez ajouté là-dessus, et puis il y a surtout cette question de l'hydroponique. Là, je n'ai rien à dire. Moi, ce que je voudrais juste préciser sur comment nous, concrètement, avec nos clients, on met en place cette mycorhisation, ça passe forcément, comme je l'ai précisé, par une analyse de l'itinéraire de culture, parce qu'on ne peut pas arriver et dire la mycorhisation indigène, c'est la solution qu'il faut adopter. Par contre, vous ne pouvez plus faire ça, 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 ça. Il faut que, même si nos clients sont dans une démarche où ils veulent changer certaines choses parce qu'ils ont pris conscience de certaines choses, il faut que notre intervention soit la plus transparente possible sur les itinéraires de culture, même si, bien sûr, nous prodiguons aussi quelques conseils, notamment sur éviter le labour trop profond. Donc, ça, c'est la première chose, s'insérer dans l'itinéraire de culture. Après, pour entre guillemets, convaincre le maximum de personnes d'adhérer à ces nouvelles solutions, nos interlocuteurs sont souvent les centres techniques, les syndicats qui sont eux-mêmes référents d'une culture donnée. Ce qui nous permet en fait d'avoir un discours qui va aller toucher le plus de nombre possible. On fait très peu finalement ce qu'on pourrait appeler de porte à porte avec chaque agriculteur, mais pouvoir dialoguer avec les centres techniques, les syndicats, c'est des choses qui nous apportent une lisibilité et un créneau de parole pour pouvoir expliquer comment faire les choses et bien les faire. Alors, sur la culture en hydroponie, donc le projet est en cours. Hein, comme je vous l'ai dit, on a été lauréat en mai 2020 de la production de racines mycorhizées en hydroponie. On en est donc au tout premier résultat. Donc, on arrive à produire des racines mycorhizées en hydroponie. L'idée, c'est que non seulement on veut en produire, mais on veut en produire beaucoup. Donc là, je n'ai pas encore malheureusement de recul sur vraiment la quantité. Est-ce qu'on produit énormément plus de spores? Est-ce qu'on produit énormément plus Donc là, voilà, on a un système qui nous permet de produire des racines mycorhizées, mais je n'ai pas encore le recul suffisant pour vous dire à quel point c'est innovant. D'accord.
Est-ce qu'il y a des possibilités de toucher, vous parliez d'un large public et de toucher le monde des agriculteurs par le biais des différents syndicats ou organismes ou centres techniques? Est-ce qu'il y a des possibilités de toucher directement, je dirais, tout un chacun, le grand public, et son propre jardin ou son propre parc de loisirs? Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des tendances là-dessus? Alors, à l'heure actuelle, nous vendons, il faut être honnête, des solutions de R&D, qui sont encore des solutions de R&D, où le client veut vérifier si ça fonctionne avant de déployer l'innovation sur l'ensemble de sa culture. Donc, il faut quand même un budget conséquent pour lancer une étude et vérifier la faisabilité et l'impact de la solution. Donc, aujourd'hui, clairement, non. La personne qui voudra restimuler la vie de son jardin, on ne pourra pas y répondre. Par contre, on commence, comme je vous l'ai dit, à avoir des contrats avec les collectivités, car le zéro pesticide, vous avez vu rentrer cette thématique dans nos villes, et il faut derrière avoir des solutions. Du coup, nos solutions sont adaptées donc, sur les parcs en ville, sur les parcs publics, mais nos solutions ne sont pas disponibles pour une personne en jardinerie ou en coopérative. D'accord. J'étais un peu effectivement sur la même ligne que Sylviane. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de Mycophyto, il y a donc des fabricants, des producteurs de mycorhizes? Vous avez effectivement un segment et du coup, on peut se poser la question de savoir si les mycorhizes sont davantage utilisables pour des petites surfaces, des petites productions très typées, ou si on peut envisager donc de les développer pour les grandes productions de type céréalière, betteravière, et bon, enfin, etc. Mathilde, pendant que tu réunis tes esprits, une chose, l'arrérage, quand on avait une chèvre qui tirait une arère, ce n'était pas imaginable sur des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares. Il y a clairement une évolution technologique à imaginer, mais toutes les méthodes ont commencé à petite échelle. Tout à fait. Voilà, mais je te laisse la main. Non, c'était exactement ce que j'allais faire. Mycophyto a fait le choix, dans un premier temps, de focaliser sur des cultures dites de niche à haute valeur ajoutée, car ce sont souvent des exploitations de petite taille. Et vu que nous en sommes au début de notre développement, ça correspondait en fait aux offres que nous pouvions proposer à nos clients. Mais demain, lorsque Mycophyto aura sa mycofarm V2, rien n'empêche l'application de mycorhizes sur des grandes cultures. Sauf celle de la betterave, parce qu'il me semble, Marc-André, que la betterave fait partie des plantes qui ne mycorhizent pas. Pas beaucoup. Voilà. D'accord. Pas beaucoup. Et puis, on peut donner aussi une autre exception, c'est important, c'est toutes les crucifères. Les choux, les moutardes, les colzas. Toutes les plantes de la famille des brassicacées ne font pas de mycorhizes. J'ai une question peut-être à l'un de vous. Donc, existe-t-il aujourd'hui en France des cas de mycorhizes parasitaires importés? Alors, en France, non. Mais dans le monde, il y a un champignon qui s'appelle Rhizophagus irregularis, que vous avez vu sous son vieux nom de Glomus irregularis dans une de mes diapos, qui est vraiment partout, 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 partout. Et c'est suspect parce qu'en fait, il est surtout dans les écosystèmes agricoles et il ne suit pas les profils de distribution habituels. Et on pense qu'en fait, il a été diffusé par les Occidentaux. Ouais. On pense, mais... Et ce champignon est la base à 90% des produits Mike Pro distribués par Primer Tech, qui est donc canadien, il me semble. Oui, c'est une souche canadienne, oui. Ouais. Alors, une petite chose, j'ai mis dans la fenêtre de discussion un document qui est une méta-analyse parue dans Science Direct
qui analyse toutes les diversifications agricoles. Toutes ces méthodes, vous voyez, il y a soit les méthodes de l'agriculture biologique, soit les méthodes de l'agroforesterie, toutes ces choses qui diversifient les pratiques et qui sont, comme vous disiez, issues de l'écologie. Et cette méta-analyse montre que, alors même qu'on n'a pas encore toujours les variétés de plantes qui conviennent et les itinéraires qui conviennent, montre déjà qu'il n'y a pas de perte de revenus. Première chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte de production, mais il n'y a pas de perte de revenus. Et deuxièmement, on voit que tout améliore notablement un certain nombre de services écosystémiques, le fonctionnement des sols, la biodiversité des sols, la fixation biologique de l'azote, bon, sauf l'agriculture biologique. Et ça, c'est vraiment important. L'agriculture biologique, c'est quelque chose qui est très bon pour notre santé, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bon pour l'environnement, parce que ça ne suffit pas. C'est paradoxal, hein, mais ça ne prend pas à bras-le-corps le problème du sol. Or, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'agricultures qui se préoccupaient du sol, mais qui utilisaient encore un certain nombre d'intrants qui n'étaient pas tout très souhaitables. En fait, l'avenir, le Graal, hein, c'est la convergence de toutes les agricultures sous couvert, les permacultures, celles qui pensent le sol, avec celles qui pensent la santé du consommateur. Et c'est un Graal au sens où on a quelques itinéraires techniques qui marchent, mais dans le cas général, vous voyez, un bosseron viendrait me voir demain et me dirait à qui demander, même pas qu'est-ce que vous en pensez, mais à qui demander, je ne saurais pas à qui demander pour son exploitation. Et Marc-André, la solution que vous indiquez, est-ce que c'est aussi une solution? Est-ce qu'il y a des possibilités de l'utiliser pour le traitement des sols pollués? Parce que est-ce que ça, c'est un axe qui peut être ou pas un développement? Alors, le traitement des sols pollués, c'est une histoire complexe parce qu'il y a pollution et pollution, hein, c'est vraiment le foutoir le plus total. Enfin, tout ce qu'on arrive à foutre dans des sols pour les abîmer, c'est incroyable, hein. Il y a une pollution qui est irrémédiable et qui est pour moi la plus grave, c'est les microplastiques. Et ça, c'est grave parce qu'on ne peut pas les retirer. On ne peut pas les retirer, ils sont là pour toujours, et ils sont en train de libérer des analogues d'hormones. Donc, on a créé des sachets de thé de perturbateurs endocriniens pour les générations suivantes. On en a pour des dizaines de millénaires. Donc ça, c'est un truc qu'on a pourri et qu'on ne réparera jamais. Sa toxicité est une toxicité lente. Ça, pour moi, c'est la vraie pollution des sols, les microplastiques. Bon, alors je suis désolé, hein, je ne suis pas collapsionniste, mais là, pour le coup, on a vraiment chier dans le tube digestif de nos descendants. Pardonnez cette image, mais c'est vraiment ce qu'on a fait. Et on continue. Alors après, il y a les pollutions plus classiques, c'est les métaux lourds, c'est les hydrocarbures. Alors métaux lourds, là, il faut des plantes accumulatrices, c'est-à-dire des plantes qui accumulent, et puis on les récolte, 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 et au bout de 150 ans, on n'aura plus grand-chose dans le sol. Enfin, donc, c'est plutôt l'outil plante, et dans ces plantes, c'est pas mal de crucifères, donc des plantes qui travaillent sans champignons, ce qui montre qu'il y a aussi une façon d'être résistant aux métaux lourds sans champignons. Il y a, si vous avez envie d'écouter Claude Grison, elle fait des trucs géniaux, elle utilise ces plantes comme catalyseurs pour des réactions chimiques industrielles qu'on n'arrive pas à faire sinon. Donc elle donne une valeur aux plantes qu'on récolte sur des sols à métaux lourds, parce qu'il y a des complexes matières organiques métaux lourds qui sont valorisables. Claude Grison, c'est une médaille d'or CNRS récente, c'est incroyable ce qu'elle fait. Bien. Après, du côté des hydrocarbures et des pollutions organiques. Alors là, c'est vrai que là, le vivant microbien a des capacités de détruire ça et de protéger, mais c'est... Mathilde, je vais te laisser la main, mais pour moi, c'est plutôt des microbes de la rhizosphère, plutôt des bactéries, des choses comme ça. C'est pas vraiment des champignons mycorhiziens. Alors, non, ce n'est pas vraiment des champignons mycorhiziens. Ce qu'on a pu constater dans les données de la bibliographie, c'est qu'il y a eu des études quand même menées où on a identifié, en fait, il y a eu des identifications de CMA, de champignons mycorhiziens, sur des sites très pollués. Donc, c'est-à-dire que même si le site est très pollué, on retrouve des champignons mycorhiziens. Et quand on extrait ces champignons de sites mycorhiziens et qu'on les associe à des plantes sur un autre site pollué, en fait, le champignon mycorhizien qui a poussé dans le milieu pollué, il est plus à même de s'adapter. En fait, il est naturellement adapté au site pollué et il va favoriser la croissance de la plante qu'on va y mettre, alors qu'un champignon issu d'une zone qui n'avait pas été polluée ne va pas favoriser la croissance autant de cette plante. Donc, on a vraiment une adaptation du champignon au terroir dans lequel il évolue.
Et justement, la question des terroirs, est-ce qu'il y a des terroirs qui sont beaucoup plus favorables au développement de vos solutions? Parce que Mathilde nous parlait beaucoup du sud, des plantes et des agricultures dans le sud de la France. Est-ce que ça marcherait tout aussi bien dans le nord ou même au nord de l'Europe, par exemple? Alors, c'est des choses qui fonctionnent, qui n'ont pas de limite géographique. Clairement, nos premiers contrats ont été réalisés de par ce marché plantes à parfum aromatiques et médicinales sur des terres historiques de ces cultures-là, donc majoritairement dans le sud de la France. Mais nous avons par exemple un contrat avec un château dans le Bordelais et ça fonctionne très très bien. En fait, il n'y a aucune limite géographique et à l'utilisation de la mycorhize, et nous avons pu effectuer des prélèvements dans différents endroits en France, dans différents types de sols, qui ont subi différents itinéraires et historiques de cultures différents. À chaque fois, on retrouve des champignons mycorhiziens. Et je pose la question à Marc-André, du point de vue des scientifiques, est-ce qu'il y a une chaîne de scientifiques qui regardent ces sujets-là à travers le monde? On a une question sur l'Afrique en particulier, hein, vous l'avez peut-être lu. Mycophyto, si on revient à l'entreprise, mais moi, ça m'intéresse aussi de regarder ce que dit Marc-André du point de vue du réseau scientifique. Est-ce qu'il y a ces sujets qui sont regardés, notamment, par exemple, en Afrique, sur le sujet de la culture du cacao, hein, qui est tellement attaqué par diverses maladies qu'on se demande s'il y a une alternative durable pour lutter contre ces maladies. Voilà le type de question. Alors, donc oui, il y a des scientifiques dans le monde entier. Hein. Maintenant, il y a une très grosse communauté, aussi bien d'ailleurs en microbiologie du sol en général que sur les mycorhizes. Il y en a dans le monde entier. Après, les efforts de recherche sont inégaux selon les pays. Il y a un très gros laboratoire, je suis à son conseil scientifique d'ailleurs, hein, qui est un laboratoire entre l'Institut de recherche pour le développement et plusieurs instituts de recherche et universités au Sénégal, à Dakar, le LAPS, L-A-P-S-E, qui fait de la recherche alors, plutôt appliquée, et notamment de la recherche sur ces aspects-là, notamment dans le cadre de la grande ceinture verte limitant l'extension saharienne d'une part, mais aussi dans le cadre du développement de cultures vivrières. Donc ça existe partout, après ça reste quand même marginal, et les moyens mis au service de cette recherche sont, je dirais, entre 100 et 1000 fois plus faibles que ceux qui sont mis au service du maintien de l'agriculture conventionnelle. Et là, c'est là que ça m'interpelle. C'est qu'effectivement, nous n'avons pas derrière nous la force économique des entreprises qui vivent aujourd'hui des intrants de l'agriculture conventionnelle. Et donc, notre capacité à renouveler les choses est dérisoire, quelle que soit la force conceptuelle de ce que nous portons, notre capacité à changer le monde est dérisoire. Vous aviez d'ailleurs une question sur le sujet des lobbying, hein, du lobbying des groupes qui font de l'engrais chimique, par exemple. Est-ce que vous sentez que c'est cela qui vous bloque aujourd'hui dans les développements? Avant de redonner la parole à Mathilde, juste une chose, je pense que ces groupes-là vont vous surprendre dans les années qui viennent, parce que de ce point de vue-là, ils sont en train de développer des choses. Moi, je n'ai pas beaucoup le droit d'en dire plus. Par contre, je ne suis pas sûr que ce qu'ils développent, vise à améliorer l'état financier et l'autonomie financière des exploitations. C'est plutôt des circuits de dépendance à des intrants réguliers. Et ça, Mycophyto a cet intérêt, c'est que ça propulse les gens sur une trajectoire autonome. C'est pour ça, moi, que j'ai invité Mathilde. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si tous les points qu'on avait listés ensemble, notamment l'histoire d'organismes introduits ou pas, sont vraiment pris en compte. Je vais dire que je ne sais pas, parce que je ne suis pas censé savoir, ni vous en parler plus. Mais je peux vous dire que les grands groupes, ils sont en train de penser à l'après. Parce qu'en fait, ils savent très bien que, quoi qu'on en pense, il y a aujourd'hui une demande des consommateurs qui fait qu'il va falloir changer de modèle, au moins pour une partie du marché. Donc, sans penser au fond, hein, sur la forme, ils sont en train de se préparer à s'adapter à la nouvelle demande. Pardon Mathilde, je suis très bavard. Pardon, j'avais coupé mon micro. Non, non, aucun problème. Une autre question concernant justement
La productivité des engrais à base de mycorhizes est-elle plus ou moins comparable à celle des produits que nous avons actuellement sur le plan chimique, notamment? Alors, moi, aujourd'hui, je peux parler uniquement des champignons type générique commerciaux que nous avons testés et des expériences que nous avons menées dans le cadre de nos recherches internes. Les contrats que nous avons signés à l'heure actuelle avec nos clients sont en phase de mycostart, donc on n'a pas encore le recul suffisant pour estimer de manière très précise le gain et la validation de la solution. Ce que j'ai montré sur les résultats que nous avons obtenus sur Rose, donc ça a été réalisé sur la parcelle du lycée horticole, du pôle Vert Azur à Antibes. Ce sont donc des rosiers qui ont été mycorhizés et qui ont été très, très, très faiblement fertilisés. Du coup, on a vraiment un gain. Non seulement on a eu un gain sur le rendement, qui était considérable et qui l'est toujours 3 ans post-inoculation, et on a une réduction réelle des intrants. Nous n'avons pas positionné la fertilisation à 0 parce que il s'agissait d'une première étude, donc c'est des plantes qui ont été quand même un petit peu fertilisées, mais on est à moins d'un dixième de la dose normalement ajoutée à la culture. Et est-ce que vous avez fait des études sur justement les dépérissements de la lavande? C'est une question. Alors ça, c'est un projet qu'on a en cours c'est le projet Mycolave qu'on a en cours avec le CRIEPAM de Manosque et le LECA de Grenoble, le labo CNRS de Grenoble, donc qui a pour but en fait d'évaluer l'impact d'une mycorhisation indigène sur le dépérissement de la lavande. Ce projet est en cours, il y a déjà de très beaux résultats qui sont très encourageants, mais on n'a pas encore, le projet court sur plusieurs années, et pour avoir les données vraiment chiffrées, statistiquement exploitables sur le dépérissement de la lavande, c'est encore trop tôt. Autre question, mais alors par contre, je vais vous la lire la question parce qu'elle est très précise. Existe-t-il des recherches sur le séquençage génomique des CMA et des études in silico, intelligence artificielle, d'association optimale plantes-champignons? Alors c'est rigolo qu'on nous pose cette question. Je vais finir par me demander si c'est pas quelqu'un de chez Mycophyto, mais là je reconnais pas le nom de la personne. C'est exactement ce que vise à faire le projet AILAB pour lequel nous avons été lauréats en 2019. Nous développons un algorithme de prédiction sur les meilleurs couples de champignons qui seraient adaptés à une plante donnée sur un terrain donné. Et c'est ce projet-là que nous développons. Alors, nous ne sommes pas informaticiens, je n'ai pas la capacité de développer un algorithme de prédiction, et c'est pour cela que ce projet est développé en étroite collaboration avec l'INRIA, qui est donc l'Institut national en recherche informatique et algorithmes. Sur le séquençage génomique des CMA, ça, Marc-André pourra compléter la réponse. Séquencer les champignons mycorhiziens, c'est pas facile parce qu'ils sont très, 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 très peu représentés dans le sol par rapport à tout ce qu'on peut trouver de bactéries, d'autres champignons, d'insectes. Donc, quand on va réaliser des analyses métagénomiques de sol, des fois, on ne les voit pas. Donc, il faut développer des séquençages ciblés pour sortir les différentes espèces de champignons mycorhiziens qu'on peut trouver dans le sol. Bien sûr, les recherches sont menées à ce niveau-là. Le laboratoire de recherche de Marc-André participe activement à ces recherches. Et nous avons de notre côté, chez Mycophyto, une thèse en co-tutelle avec INRAE. Cette étudiante est bioinformaticienne. Elle réalise à l'heure actuelle un travail incroyable. Elle fouille l'intégralité des données métagénomiques qui ont déjà été réalisées à l'heure actuelle pour voir si on n'aurait pas
laisser passer des informations importantes, notamment sur la présence des champignons mycorhiziens. Il faut savoir que ces analyses de métagénomique de sol ont été jusque-là ciblées sur tout ce qui est bactéries, parce que c'est un petit peu plus facile à analyser. Et donc, il y a des données dans ces métagénomes où on a dit, tiens, ça c'est de la bactérie, et en fait, c'est une erreur d'annotation. Donc, à l'heure actuelle, avec des puissances de calcul mises à sa disposition par l'INRIA et l'Université Côte d'Azur, elle fouille l'intégralité de ces données métagénomiques. Elle a mis en place de nouveaux pipelines d'analyse. Elle reanalyse en fait toutes ces données. Et on a pu trouver dans... alors, les premiers résultats sont arrivés. Elle a fouillé 200 métagénomes réalisés aux États-Unis. Et en fait, à l'intérieur de ces analyses, on retrouve les espèces de champignons mycorhiziens arbuscules. Patrice, une toute dernière question, je vous laisse poser. Je n'ai pas de dernière question. Bon, alors donc. Il y a peut-être une... Je voyais, il y a deux questions qui se ressemblent. Il y en a une sur le temps de vie des sols de Beauce et l'autre sur, si je peux me permettre, est-ce que les sols sont détruits en France? Alors, il n'y a pas de sol mort en France. L'extinction biologique qui est en train de se produire dans les sols en est au stade où c'est le nombre de représentants par espèce qui est atteint. Il y a un très bel ouvrage de l'INRA de Dijon sur l'Atlas des bactéries du sol de France, qui repose sur plus de 2200 prélèvements, dont j'avais eu l'honneur de faire la préface. Cet ouvrage révèle qu'en fait, on n'a pas de perte en nombre d'espèces, on a des pertes. Plus l'agriculture est interventionniste et plus le sol est perturbé, plus on a des pertes en nombre d'individus par espèce. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand vous voyez en ce moment, il n'y a plus que, on a vu disparaître 30% des oiseaux, 80% des insectes. Il n'y a pas d'espèces qui ont disparu. C'est juste que les effectifs s'écrasent. Et ça, c'est le début de l'extinction. Mais ce n'est pas fait. Et donc, si on réagit maintenant, c'est bon. En fait, c'est ce qui va dans le sens de Mycophytos, c'est qu'il y a encore les ressources dans le sol. Simplement, il faut les réveiller parce qu'elles en ont pris un gros coup sur la tête. Et l'autre chose, c'est sur la disparition des sols de France. Ce n'est pas uniquement l'érosion. Le problème, c'est qu'il est par tous les 7 à 10 ans, il y a un département français qui passe de l'état de sol agricole à l'état de sol urbain ou périurbain. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'au lieu de revitaliser les centres-villes, on va faire des chures de merde, parce que franchement, des buffalo grilles et des courtes pailles, je suis désolé, c'est pas ça que les gens vont venir visiter en France. Bon. Au lieu de revitaliser les centres-villes, on est en train de recouvrir de merde les alentours de nos villes, c'est-à-dire de choses qui sont architecturalement, culturellement discutables, et surtout, qui sont en train de nous priver des sols dont nos enfants pourraient avoir besoin. Je pense qu'on peut peut-être se dire que ce serait le mot de la fin. Il est magnifique parce qu'il y a à la fois l'optimisme que vous nous avez là donné, cet optimisme de considérer que rien n'est foutu, si j'entends bien ce que vous avez dit, rien n'est foutu. Notre sol, il est vivant. Charge à nous, charge à nos entrepreneurs et aussi à nos découvertes, que ce soit les vôtres, Marc-André. Merci 1000 fois pour ces explications, ces présentations vraiment très, très, à la fois simples mais belles et aussi tellement fortes que vous nous avez données ce soir. Merci pour tout ce que vous avez dit également sur cette conversation, vous tous qui avez participé, parce que vous le voyez, c'est très important de pouvoir aussi relever et vos questions et vos suggestions et les différents ouvrages que vous nous suggérez de lire, de regarder. Merci Mathilde, merci beaucoup. Merci encore. C'est vraiment formidable à la fois que d'avoir nos entreprises qui se développent, qui tentent des choses, qui sont belles et pas nécessairement avec beaucoup de moyens, mais en tous les cas avec beaucoup d'innovation, beaucoup de recherches pointues et l'appui des scientifiques que vous avez. Merci vraiment. Merci Patrice, parce que c'est très important de poursuivre avec l'ensemble de nos réseaux, ces réseaux scientifiques. Je ne sais pas si Patrice, vous vouliez dire un mot à vos amis de l'IESF. Oui, l'IESF effectivement était partie prenante et de manière assez importante au sein de cette communauté d'aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui, il y avait des docteurs et sciences. Et c'est ça qui est important, c'est que les progrès d'aujourd'hui sont également ceux de demain et ils sont portés par toute une communauté qui n'est pas forcément constituée d'ingénieurs high-tech, mais également de docteurs et sciences, donc tout à fait émérites. Et c'est ça qui est important
nous pouvons bâtir une société donc vraiment portée sur le développement donc de nouvelles solutions que nous n'envisagions pas jusqu'à maintenant et qui sont réellement porteuses d'avenir pour nos générations futures, nos enfants, petits-enfants. Et c'est ça qui est important. Merci. Merci à tous. Merci pour ces mots vraiment optimistes. Hein. Ce soir, on a tous besoin d'optimisme et aussi de montrer qu'il y a des choses à faire, à construire ensemble. Et sachez que notre prochain rendez-vous, il sera le 15 avril. Le 15 avril, avec nos différentes associations partenaires, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale va organiser, et c'est Philippe Robin qui nous propose le 15 avril un sujet particulièrement original, le hasard. Le hasard. Qu'est-ce qu'on a envie de se dire sur le sujet du hasard? Le hasard, quel rôle ou incidence pour entreprendre? Et notre intervenant d'ouverture sera M. Raphaël Lachiré, qui est maître de conférence à Paris Descartes. Et il y aura, sachez-le, une entreprise qui va nous parler du hasard. C'est la Française des Jeux. La Française des Jeux. Quel rôle et incidence le hasard pour faire du business? Allez, je vous dis bonne soirée, je vous dis à bientôt et merci à vous tous pour votre participation et on se retrouve le 15 avril. À bientôt et merci encore. Au revoir. Merci, Alex. Au revoir.